Halimi, bonjour. Alors, c'est la séquence, l'archipel contre-attaque. Je vous ai combattu, maintenant que vous n'avez plus de service, vous êtes mes meilleurs potes. Et c'est vrai qu'on se régale, surtout quand on voit la suite de la suite. Alors, Maurice, plusieurs sujets. Là, on est en pleine législative. Est-ce que toi, tu marches? Moi, je suis désespéré, donc je suis au bord du chemin et je regarde passer les autres. Je regarde marcher les autres, surtout. Alors, Romain Gros, tu l'as connu enfant. Qu'est-ce que tu en penses? En marche, ça lui va bien? C'est extrêmement difficile de donner des points de vue sur des personnages qui s'agitent, qui passent de droite à gauche, en oubliant qu'ils ont été au centre. Non, il va trop vite pour moi, quoi. Donc, je n'ai pas une intelligence qui soit adaptée à ce genre d'attitude. Non, mon intelligence ne s'adapte pas encore à ça. Même les auteurs de l'information, c'est trop compliqué pour moi. Alors là, personne ne vous parlait, c'est trop compliqué pour moi. Donc, alors, on s'y remet. La dernière fois, on a parlé culture, on a parlé notamment de la fin de l'école des Beaux-Arts. Ça y est, c'est plié. Enfin, quoi. Ça tardait, quoi. Non, le drame est consommé. Ça tardait pas. Il était urgent d'intervenir. On ne l'a pas fait. On a eu beaucoup de mouvements de troupes. On a eu beaucoup de prises de parole, beaucoup d'incantations. Mais on a sacrifié sur l'autel de la comptabilité. Donc la vie culturelle à Perpignan, depuis que tu y es plus, tu en penses quoi? Le grand musée, on parlera du grand musée Rigaud, du grand Rigaud, oui, le Rigaudon. Bien sûr, on l'attend tous avec beaucoup d'espérance. C'est un projet qu'on a porté pendant des années. D'abord, ce que les Perpignanais ignorent, et je pense que ça va leur être restitué dans le cadre de ce beau projet, les personnalités ignorent, c'est la richesse des collections permanentes et c'est la richesse de ce que le musée possède, qui n'était pas à niveau parce que les œuvres n'étaient pas préservées, elles n'étaient pas aux normes. Tant en ce qui concerne la recension qu'en ce qui concerne la conservation. Et donc, nous avons grand espoir, effectivement, de cette restitution. C'est un terme qu'on n'utilise pas souvent, la restitution, c'est-à-dire rendre la justice aux autres. Rendre aux gens ce qui leur appartient. Et je pense que ça sera une chose très importante. Alors là, on a une autre salle d'art contemporain aux souffrances. C'est le centre Walter Benjamin. Il a l'air d'être un peu, pas à l'agonie, mais... C'était infiniment dommage, d'abord parce que c'était un projet que j'ai porté avec Jordi Vidal, que j'ai défendu. D'abord parce qu'on le devait à l'immense image de Walter Benjamin. Et puis ensuite parce que c'était en cœur de ville. Et puis ensuite parce qu'il n'y avait pas en cœur de ville d'espace réservé fondamentalement à l'art contemporain, mais ceci rejoint ta première question, à savoir que nous avions avec Jordi l'espérance que ce serait une courroie de transmission et un lieu de démonstration par rapport à l'école d'art. Et l'école d'art étant disparue, il me semble extrêmement difficile de ne pas tracer une nouvelle ligne éditoriale pour ce centre. Il faut surtout tout faire pour le défendre, mais j'ignore totalement ce qui se trouve dans les cartons de décideurs locaux. Alors hier, on passait avec Yann Bucois devant la Casa Sancho. Alors elle est toute propre, toute neuve, mais il n'y se passe absolument rien. La Casa Sancho, on ne va pas refaire l'histoire de la Casa Sancho parce que, parce que ça remonte au XVe siècle. Oui. Voilà, c'était le XVe siècle. Elle a été, en ce qui concerne la frise, et je crois qu'il fallait restituer l'histoire, donc ça c'est important. Oui, ça s'est fait. Moi, je suis un riverain de la Casa Sancho, donc je vois les gens et j'en suis très fier. De plus en plus prendre des photos de la frise, se poser la question sur les péchés capitaux. En revanche, l'animation de la Casa Sancho en tant que lieu du patrimoine, je n'ai pas vu qu'effectivement ça puisse regrouper l'engouement des Perpignanais ou des touristes. Et là aussi, je crois qu'on n'a pas de justice pour l'histoire de cette ville en termes politiques. On ne restitue pas l'histoire de cette ville parce que le cœur de ville est en train de mourir. Et c'est infiniment dommage. Alors, je ne t'avais pas interrogé là-dessus dans l'épisode précédent. Mais le poinçonneur d'Elia, Jean-Marc Pujol, enfin non, c'est pas le poinçonneur d'Elia, puisque le poinçonneur d'Elia faisait des petits trous. Lui, il fait des grands trous dans le centre historique. Toi, t'en penses quoi? On a croisé Olivier Poisson, là, justement. Là,
Ces grands trous à Saint-Jacques, etc., le presbytère, c'est quoi ton avis? Mon avis, c'est que les Perpignanais n'ont pas été consultés. Alors quand je dis les Perpignanais, c'est extrêmement démagogique de devoir renvoyer les politiques à concerter l'intégralité de la population qui n'a pas forcément un avis sur le centre historique, sur la restitution d'une histoire. Mais je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que des comités scientifiques ou des comités historiques aient été consultés au préalable de toute espèce de décision qui aurait été prise en ce qui concerne les démolitions. Donc, par définition, je suis contre. Je n'ai pas lu, ni dans la presse locale, ni dans la presse nationale, qu'il y ait eu des réflexions qui aient porté effectivement ce projet. Je n'en vois pas la queue, je n'en vois pas la tête, et donc c'est encore une fois d'une grande absurdité. Alors, on est là, la place Rigaud. L'université se réinstalle dans le centre. C'est un projet, soit c'est un projet pédagogique, auquel cas il ne me semble pas très pertinent dans la mesure où je me suis laissé dire par mes amis de l'université que le nombre d'étudiants était réduit à une portion incongrue. 500 ? Voilà, et étudiants 500 au droit. Pour 10 000 étudiants à Perpignan, ou une jauge de 10 000 étudiants à Perpignan, c'est très nettement insuffisant. Je pense qu'il y a eu une réflexion que nous avions eue aussi à l'époque, avec Jean-Paul Alduy, de réactivation du cœur de ville, pour faire en sorte que la sève de ce pays, c'est-à-dire l'étudiant, la recherche, puisse effectivement reprendre pied dans ce cœur de ville. Et je ne suis pas persuadé qu'effectivement on y arrive avec ces quelques étudiants qui seront désemparés, parce que je ne suis pas persuadé que les structures d'accompagnement aient été mises en œuvre. Je veux parler des transports, je veux parler de la possibilité de se restaurer pendant les cours, je veux parler d'un certain nombre de choses. Je crois que toutes les mesures d'accompagnement n'ont pas été prises. Mais soyons pas pessimistes, il n'est pas totalement impossible qu'effectivement nous ayons une belle action à ce niveau-là, mais je reste très circonspect sur cette... Alors comme on est à l'université au centre-ville, on va parler des commerces du centre-ville, enfin bon, de ce qu'il en reste. Et voilà, il y a une... Est-ce que la ville s'est posé la question, comme un certain nombre de villes de France d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas les seuls à réfléchir sur la paupérisation des centres-villes, est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir ce qui se passait de l'autre côté des Pyrénées? Alors, de l'autre côté des Pyrénées, on a refusé cette pratique qui est purement anglo-saxonne des centres commerciaux en périphérie. C'est une habitude qui n'est pas une habitude française, et qu'en Espagne, au Portugal, on n'a pas adopté. Et qui fait en sorte que, effectivement, les centres-villes ou les cœurs de ville soient toujours actifs et soient toujours effectivement oui, on va à Gérone et à Barcelone, pas pour ces centres commerciaux. Voilà, et on pleure en France, on pleure quasiment dans toutes les villes de France, en tout cas dans toutes les villes historiques de France, sur le fait que le tourisme de proximité est en train de mourir. Il faut en déterminer les causes. Je crois qu'il y a eu, c'est un truisme de le rappeler, il y a eu énormément d'émissions de télévision qui ont fustigé notre région. Pour une ville de 120 000 habitants, 13 centres commerciaux en périphérie, c'est une grande absurdité. Donc, on a tout fait et on a fait en sorte effectivement de ne pas aider les centres-villes. Il y a un point sur lequel je veux insister, c'est qu'il y a un outil légal qui était à disposition des décideurs, c'est la préemption. La préemption commerciale, qui était un outil qui n'existait pas, qui n'existait qu'en matière immobilière. Je ne me suis pas laissé dire que la ville de Perpignan ait mis en œuvre ce système pour préempter un certain nombre de fonds de commerce qui sont désertés. Donc nous avons des friches et le drame, c'est qu'il y avait des dents creuses, mais désormais nous sommes dans un véritable désert avec une désespérance au cœur de ville. Avec bien évidemment cortège de tout ce que ça amène en termes d'insécurité, en termes d'économie bis, en termes de trafics illégaux. Et c'est ce que nous vivons en centre-ville, ce que tu vis en centre-ville, ce que je vis en centre-ville. Et ces habitudes ont été... on a amené les gens, les consommateurs, à avoir d'autres habitudes qui n'ont pas été les nôtres traditionnellement, ni celles de nos parents. Alors, Maurice, tu es aussi catalan. Et je me rappelle que fut un temps, même si j'ai toujours
de balancer des méchancetés sur Jean-Paul, il y avait une... Et sur moi. Et surtout, oui, c'est vrai aussi. Comme quoi, vous êtes des gens patients. Il y avait une politique transfrontalière. Après, qui à mon avis n'allait pas aussi loin, mais là, il n'y a plus rien. Et catalane, pareil. C'est-à-dire que transfrontalier et catalan, ou culture catalane et en transfrontalier, il n'y a plus rien. Voyons ce qui est positif. Oui. En centre-ville, Ouais. et je prends un témoin tous ceux qui y vivent comme moi, comme toi, Ouais. nous avons souvent, en tout cas en période de week-end, des groupes de Catalans du Sud Oui. qui viennent à Perpignan. Effectivement. Ils sont complètement désemparés, la ville fait ce qu'elle peut en ce qui concerne l'office du tourisme pour les amener dans quelques rues qui sont complètement désertes, devant des vitrines aveugles. Or nous avions pensé que il est clair que ce réservoir-là, il fallait l'attirer ici avec tous les atouts dont nous disposions et qui sont bien évidemment pas à l'étiage de l'offre culturelle, de l'offre commerciale, de l'offre touristique de la Catalogne Sud. Donc nous avons des atouts qui sont très différenciés. Ces atouts n'ont pas été mis en lumière par une action extrêmement agressive et une action municipale extrêmement agressive. Nous avions pensé, Jean-Paul s'est exprimé souvent sur cette question, avec l'arrivée du TGV, avec la possibilité qui était réservée en termes de valeur foncière, qui était largement inférieure à la valeur foncière de la région de Barcelone, attirer un certain nombre d'installations ici, et de gens à fort pouvoir d'achat. Alors pour le coup, puisque tu parlais des étudiants tout à l'heure, c'est pas ça qui va réactiver effectivement le centre-ville, puisque les commerçants seront malheureusement toujours en désespérance, à attendre que les restaurants puissent recommencer à ouvrir ou cesser de déposer leur bilan. Eh bien, ces gens-là de Catalogne Sud, on n'a pas fait en sorte de les attirer. Et donc, là encore, voilà, c'est un échec cuisant. Et c'est dommage, parce qu'ils sont toujours en curiosité, ils sont toujours en recherche, les Catalans du Sud, de ce qu'ils peuvent trouver ici, et on ne leur donne pas, on ne leur restitue pas. Alors, on va me dire, oui, mais tout ça c'est des mots, leur restituer quoi? Mais leur restituer notre image, leur restituer notre histoire. Et l'histoire, elle ne transparaît pas ni par des discours, ni par des incantations, ni par des réunions de quartier. L'histoire, elle est mise en œuvre par l'architecture de cette ville, par son histoire qui transparaît de ces hôtels particuliers, de ces couvents, de ces chapelles, de ces patios, où il faut expliquer que des gens là ont vécu et qu'ils vivaient avec les mêmes espérances que nous. Et ça, on ne le fait pas parce que c'est une grande ignorance de notre histoire et de notre patrimoine. On continue à avoir des raisonnements qui sont à l'aune de la comptabilité, mais certainement pas à l'aune de l'espérance. C'est ce que disait Baudelaire, entre le talent et le hashish. Si un boucher qui fumerait du hashish aurait des rêves de boucher, exactement. Et un maire qui serait comptable aurait des rêves de comptable. Voilà. Mais encore une fois, à chaque fois que tu m'as fait l'amitié de me poser des questions, je n'ai jamais personnalisé le débat. Je pense qu'il y a... Oh, moi j'ai dit comptable, j'aurais pu dire autre chose. Quoi, je pense qu'au bout de 3 ans d'observation de cette action municipale, force est de constater que ce ne sont plus des erreurs, ce sont des fautes, et des fautes parce qu'on ne respecte pas cette ville et on la maltraite. Maurice Halimi, merci. Merci à toi, Nicolas.